Je pense que l'escalade, il y a beaucoup de belles valeurs, notamment l'observation, le fait que tu sois dans un élément naturel, que tu sois seul face à un élément naturel et tu dois pouvoir... c'est pas vraiment le dompter parce que lui, il bougera pas, mais c'est pouvoir t'insérer dedans et arriver à t'y fondre et se faire accepter. En fait, c'est un sport qui rend très humble. Ça peut être très dur de se prendre vraiment des claques et des claques les unes après les autres et tu dois réussir à prendre sur toi et en fait, t'es le seul facteur qui va changer. Les meilleures conditions de forme physique, de conditions mentales aussi, d'être dans le meilleur mood. Donc c'est vraiment plein de facteurs qui apprennent énormément sur soi, sur observer, sur être à l'écoute de la nature. Et ouais, ça encourage à être très à l'écoute en général, je pense. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylific, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves et te filer leurs meilleurs tuyaux, concrets et mindset pour y arriver. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation car ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast, le lien est dans les notes, un grand merci d'avance. À 24 ans, le bruxellois Pablo Recourt, grimpeur confirmé, part en quête du plus beau 8A de France avec Gaspard, son vélo. Pourquoi pas en van ? Eh bien pour être 100% aligné avec ses valeurs, ne consommer ni carbu ni falaise, arriver à un spot, grimper, cocher la case et repartir, c'est pas vraiment son truc. Il a fait quelque chose que j'adore, remettre du voyage dans le voyage. La destination fait donc partie intégrante de la démarche pour Pablo et vous allez voir, ça change tout. Bonjour Pablo Recourt. Bonjour, comment ça va? Mais très bien et toi? Ça va, très bien. Très contente de parler avec toi ce matin et comme avec tous les invités, j'ai commencé par te demander est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Pablo, j'ai 24 ans, je fais beaucoup de choses dans la vie, mais ce que j'aime bien faire principalement, c'est de l'escalade et du vélo. Voilà. Escalade et vélo, et c'est justement le projet dont on va parler aujourd'hui, que tu as terminé il y a quelques mois ou ça fait déjà plus d'un an? Ça fait combien de temps que tu... Ça va bientôt. Bah, je suis parti il y a plus d'un an, mais j'étais en plein dedans il y a un an pile, en plein milieu. D'accord. Voilà, parce que toi, bah oui, ton gros dada, c'est l'escalade. Voilà, niveau semi-pro, quoi, presque, on dirait. Ouais, Hein. bah, j'en vis pas parce que c'est difficile de vivre de l'escalade, mais j'en fais beaucoup, on peut dire ça comme ça. Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé quand j'avais 7 ans. D'accord. J'étais une petite boule d'énergie, il fallait me canaliser, et donc on m'a proposé de faire de l'escalade, et j'ai jamais décroché. Depuis, Ah j'en bah, fais non-stop. c'est bien pour l'escalade de pas décrocher. Ouais. Et t'as commencé par la salle alors? Ouais, bien sûr. Bah, en Belgique, il n'y a pas beaucoup de falaises, et donc principalement on commence en salle. Et puis il y a une grosse histoire de l'escalade en Belgique. Donc il y a pas mal de petites salles un peu partout à Bruxelles, des vieilles Oui. salles. Il n'y a pas beaucoup de belles nouvelles salles comme on connaît. Mais par contre, il y a les premières salles du monde qui sont à Bruxelles. Donc voilà, moi j'ai commencé Ah, là-dedans. Et, et voilà, et petit à petit, je commençais à prendre du niveau, faire de la compétition en étant jeune, puis découvrir la falaise, grimper à l'extérieur de plus en plus. Et ouais. première fois en extérieur, tu te souviens encore? Oui, bien sûr. Ouais, ouais. C'est mon entraîneur de l'époque qui m'avait dit, allez, je t'emmène en falaise. Je devais avoir, je sais pas, 11 12 ans. Mhm. Et c'était génial, mais c'était dur. Je me souviens, la transition était intéressante. Ok, c'était où tes premières falaises alors? Bah, dans le Namurois, du côté de Moselle. Puis il y a eu Freyr assez vite. Et Freyr, bah voilà. Voilà, Épicentre moi de j'ai... l'univers, apparemment, Oui, d'après les grimpeurs. oui. Voilà, écoute, c'est bien. Moi, je suis née à côté de l'épicentre de l'univers, donc je suis pas étonnée, évidemment. T'as bien de la chance. J'ai, j'ai passé mon enfance à revoir les grimpeurs passer avec leurs grosses cordes. Incroyable. Oui, 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 c'est clair. Et pourtant, j'en ai jamais fait, tu vois. Ah bah, tu Par devrais. contre, je connais la falaise en dessous, je connais la falaise au-dessus. On voit tous ces beaux points de vue où Mhm. on voit Maxime Richard, toi, Ouais, etc. C'est ouais, ouais. partout qu'il y a quelqu'un, il y a un endroit où on veut faire du drone avec quelqu'un au-dessus d'une falaise. C'est un des endroits très Instagrammables. Ouais, ouais. Ah, Du c'est très coin, beau. non, non, c'est un coin magnifique, 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 ouais, ouais. Non, non, l'escalade, ouais, jamais trop tard, hein, je dis pas que j'en ferai jamais. Mhm, mhm. J'en ai fait un petit peu en salle à un moment, ouais, ouais, ouais. Puis bah, c'est toujours la même chose, c'est aussi avec les gens avec qui tu le fais, que ça se met bien. Et puis finalement, moi, c'était plus la natation à ce moment-là. Et puis Ouais, voilà, ouais. on le fait aussi pour les gens avec qui on aime bien faire du sport, quoi. Ouais, tout à fait.
Est-ce qu'on peut parler de ton projet alors, Biclou et Grimpe? Oui, bien Comment sûr. c'est venu cette idée? Ouf. Alors, j'étais à la fin de mes études. Je savais que je voulais faire un voyage. Et au début, je me disais, je vais aller aux States, acheter un van et faire le tour de toutes les falaises des États-Unis. Parce que c'est assez légendaire, ça c'est connu. Et puis j'ai commencé à réfléchir à ça, mais ça clochait, ça me parlait pas plus que ça. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, il y a beaucoup de falaises en France que je connais pas, que j'aimerais d'abord découvrir en priorité, plutôt que de partir à l'autre bout du monde. Pourquoi partir enfin si loin si je peux encore découvrir plein de trucs en France, sachant qu'il y a une grosse histoire aussi de l'escalade en France, c'est là que ça s'est développé. Donc il y a beaucoup de falaises historiques, il y a beaucoup d'histoires, il y a énormément d'endroits. Et je me suis dit, bon, bah à gauche, je vais aller en France plutôt. Et à ce moment-là, plus ou moins, j'ai acheté un vélo de route. Je roule à vélo depuis toujours, mais là, j'ai acheté un très bon vélo. J'ai commencé à faire des plus en plus longues distances. Je me suis rendu compte que c'était assez incroyable la distance qu'on pouvait faire. Je me suis dit, bah, il faut que je parte faire un voyage à vélo. Donc ça s'est mis un peu naturellement de faire ce tour de France à vélo. Et donc j'avais ça en tête, puis j'ai commencé à en discuter avec plein de gens. Et quand tu prépares un projet comme ça, c'est marrant, il y a tout le monde qui apporte des inputs. Et voilà, j'ai une amie qui m'a dit, il faut que tu te trouves un objectif escalade, un truc une ligne rouge pour le projet. Et puis, euh, et puis j'avais un peu en tête dès le début de trouver la plus belle voie de France. Et puis en fait, c'était impossible. Enfin, il y a plus de 5000 voies en France. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de trouver le plus beau Ita. Et voilà, c'est parti de là. Et puis j'en ai discuté, les gens étaient emballés. Donc voilà, Et donc du coup, finalement, ton fil rouge, c'est... c'était d'essayer de trouver le plus beau Ita de France. Donc j'allais d'une falaise à l'autre. J'avais sélectionné un peu les falaises sachant qu'il y avait du Wita là-bas. Et j'essayais tous les Wita que je trouvais. Et voilà. Et c'était pas mal, c'était un catalyseur pour me donner un cadre de voyage, parce que sinon je crois que je me serais beaucoup éparpillé. Tu serais toujours pas rentré. Je serais pas rentré aussi. Ça m'a permis d'avancer, d'avoir un objectif et d'avoir ça derrière la tête quand j'avançais et quand il y avait des moments plus durs, de pouvoir me remettre sur les rails. Ouais, donc c'était les 8A. Ouais, les Voilà. 8A, qui est une Et cotation pour ceux qui ne... Ouais, tout en à fait. escalade. Donc pour Voilà. ceux qui ne connaissent pas du tout les cotations escalade, parce que je n'ai pas que des grimpeurs dans mon audience, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est exactement? Alors, les cotations en escalade, c'est un chiffre et puis une lettre. Donc il y a 3 lettres A, B, C, et les chiffres, ça va de 3 jusqu'à 9, et donc ça fait 3 A, B, C, puis 4 ABC, puis 5 ABC, etc. Je crois que la plus trash qui existe, c'est une 9C qui n'a pas été ouverte Exactement. en Norvège ou un truc dans le genre. Ouais, il y a 2 9C, 3. Enfin, c'est discutable hein, parce que c'est toujours un peu subjectif. Mais il y a les premiers 9C qui commencent à pousser. Il y a vraiment très peu de monde qui sont là-dedans. Je dirais dans le 9, il doit y avoir peut-être même pas 1% des grimpeurs mondiaux qui sont dans le 9. Ouais, peut-être. C'est faire l'araignée au plafond, ça, je suppose. Ouais, enfin, ça dépend des styles, mais ouais, c'est vraiment très haut niveau. Généralement, les grimpeurs pros, on estime que tu es d'office, enfin, non pas forcément d'office, mais que tu es grimpeur pro quand tu es dans le 9. Et donc le 8, c'est juste avant. Et pour moi, c'est un niveau que je maîtrise pas mal. Et 8A, c'est challengeant pour moi, mais je sais que je peux y arriver assez vite, notamment à la journée. Donc en fait, c'était un challenge pour moi. Je devais quand même y aller à fond, sans pour autant avoir trop de part de hasard et enfin, j'avais quand même une certaine maîtrise. Et donc ça me permettait de pouvoir me challenger tout en étant un peu dans ma zone de confort et pouvoir faire différents 8A, plusieurs parfois à la journée, et pouvoir comparer, etc. Donc oui, toi, c'est déjà des niveaux qu'on voit dans les compétitions. Oui, c'est déjà un bon niveau. Etc., hein, mais c'est pas le top mondial, disons. Mais c'est déjà. Il n'y a aucune compétition en 9 de toute façon, si? Si. Oui, Ouais. Okay. Bah, c'est difficile à dire à côté, parce que c'est en fait l'escalade en compétition, c'est de l'escalade à vue, c'est-à-dire que t'as une chance dans la voie. Et donc, c'est celui qui va le plus haut. Et donc, tu découvres vraiment la voie. Tu n'as pas l'occasion de la travailler à l'avance. Donc, c'est une escalade vraiment à ta limite et sans pouvoir faire des ajustements. Donc, tu dois avoir une certaine marge de sécurité, entre guillemets. Donc, c'est vraiment celui qui est le plus fort qui va pouvoir aller le plus loin. Et donc, il
Il y en a quelques-unes, mais il y a très peu de compétitions après travail, on appelle ça. Donc c'est où tu as été voir la voie, où tu t'es calé, où tu as essayé de trouver les méthodes, les repos, là où tu peux optimiser, etc. etc. Et donc ça, il y a moins en compétition comme on voit au JO ou les Mhm. compétitions internationales où là, en fait, tu as une chance et tu essayes d'aller le plus haut. Et si tu fais une erreur pendant la voie, bah, ça te grille de l'énergie, il faut pouvoir compenser par après. Voilà. Donc c'est tout Ouais. un art. Ouais, 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 clairement. Donc là, l'approche était différente. Ouais. Et donc les voiles, là, tu les faisais quoi? Tu les faisais une fois pour un repérage? Ou Ça alors tu as vu dépendait. voilà aussi comme ça Parfois, dépendait de la voie. je réussissais du premier coup si j'avais des informations, ou pas, ça m'arrivait sans aussi. Mais sinon, généralement, je faisais une montée de repérage, et puis je faisais l'essai d'après, ou l'essai d'après après, et j'arrivais à en faire un ou deux par jour. J'en ai pas fait trois, mais ça m'arrivait d'en faire deux par jour. Et ce qui était très intéressant, c'est que j'ai fait vraiment beaucoup de falaises différentes, avec beaucoup de styles différents, beaucoup de types de rochers aussi différents, et donc c'était hyper intéressant au niveau de mon bagage escalade, de faire autant de profils différents. C'était vraiment très varié. Ouais, t'as senti que ça t'aidait vraiment à Ouais, évoluer, hein. je me suis Mhm. senti très complet, en fait, de grimper sur différents profils, différents types de rochers, différents styles, parce que d'une région à l'autre, ça change aussi un peu. Voilà, c'était hyper intéressant. C'est marrant, en te parlant maintenant, je sais pas, j'ai un flash de la manière dont tu parles. Je me dis, c'est dingue, on dirait un surfeur, tu vois. Ah ouais? Je vois un gros parallèle, non, mais le surfeur passe beaucoup de temps à observer les vagues, etc., pour voir justement le rythme de la mer, quand arrive quelle vague, etc., avant de se mettre. Et puis c'est vrai que je me dis finalement, quand tu escalades, t'en vois quand même beaucoup qui sont en train d'observer très longtemps la paroi pour Ouais. étudier comment ils vont faire, etc. Donc, ouais, l'élément est donné, tu sais pas, enfin, tu sais, il y a plusieurs possibilités, mais il faut essayer de trouver la meilleure. Et donc, l'observation, je pense, est un truc important qui donne un certain état d'esprit, quoi. C'est pas que de l'action, il y a aussi, c'est peut-être aussi une des disciplines où il y a un peu de philosophie comme Ah ça oui, oui, qui complètement. arrive dans cette Ouais. observation méditative parfois. Ouais, mais Voilà, c'est ça l'escalade, qui vient de me venir à je pense l'esprit. que l'escalade, il y a beaucoup de belles valeurs. Il y a notamment l'observation, le fait que tu sois dans un élément naturel, que tu sois seul face à l'élément naturel et tu dois pouvoir. C'est pas vraiment le dompter parce que lui, il bougera pas, mais c'est pouvoir t'insérer dedans et arriver à t'y fondre et se faire accepter en fait par le rocher. Et, Ouais. euh, et du coup, c'est un sport qui rend très humble Mhm. parce que déjà, tu es seul face à toi-même, face à ce rocher et ça peut être très dur de se prendre vraiment des claques et des claques les unes après les autres et tu dois réussir à prendre sur toi, à ajuster et en fait, tu es le seul facteur qui va changer. Enfin, tu peux avoir les conditions météo éventuellement, mais tout ça, c'est aussi à prendre en compte et à observer et à aller essayer de chercher les meilleures conditions de forme physique, de conditions mentales aussi, d'être dans le meilleur mood. Enfin voilà, donc c'est vraiment plein de facteurs qui apprennent énormément sur soi, sur observer, sur être à l'écoute de la nature et aussi sur être à l'écoute de l'autre, parce que tu fais ça généralement avec d'autres personnes. Et ouais, ça encourage à être très à l'écoute en général, je pense. Moi, j'aime Tu bien. fais comment? Ouais, tu fais comment tes prépas? Bah, c'était justement une de mes questions. Je me disais, oui, faire ça aussi longtemps. Je dis, évidemment, il y a la prépa physique est indispensable, mais comme on dit en maths, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Donc, point de vue mental, en général, quand tu es comme ça devant une falaise où tu sais que là, il y a du gros niveau, mais que tu as envie d'y aller, comment tu te prépares ou qu'est-ce qui te fait redémarrer quand c'est dur ou... Bah justement, l'idée d'avoir cette quête du plus beau habitat, ça me motivait pas mal. Ça me mettait vraiment une direction. Et tu vois, quand j'arrivais à la falaise et que c'était une nouvelle falaise et que j'avais envie d'essayer toutes les voies, je disais, ça me canalisait un peu de dire, ok, bah j'essaye peut-être une ou deux voies les plus belles pour m'échauffer. Et après, je vais dans les habitats classiques ou les habitats légendaires. Et ça me permettait justement de me canaliser et de me dire, ok, c'est mon objectif de la journée. Parce qu'en fait, sinon, je restais de manière indéfinie aux falaises. Là, je me disais, ok, je fais les plus beaux Le vrai guitares et puis passionné. je passe à la suivante, à la falaise suivante. Et du coup, ouais, j'organisais ma grimpe autour de ça, de m'échauffer pour ça, discuter avec les gens pour ça, etc. Et alors moi, quand je grimpe dans ce genre de niveau, j'y vais à fond. Je sais que j'ai un peu de marge de manœuvre et que si je fais une erreur, je peux surcompenser à côté parce que c'est un niveau dans lequel je me sens quand même un peu à l'aise.
C'est challengeant, il faut pas que je fasse n'importe quoi, sinon je peux tomber, je peux griller des essais, enfin bêtement. Donc je dois être très concentré, mais, euh, mais je me dis chaque mouvement compte, et puis finalement ça finit par passer, juste y aller à fond. Et ça, je pense que dans ce voyage, ça a été ma force, mon mental. J'ai un très bon mental, et ça m'a permis d'y aller à fond. C'est quoi avoir un bon mental? C'est quoi? C'est jamais laisser tomber, je pense. De rester focus, rester motivé, pas se laisser abattre, tout simplement. Et en escalade, ça compte énormément, parce que c'est beaucoup d'échecs, l'escalade. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs, et parfois quelques réussites qui compensent les échecs, je ne sais pas. Mais ouais, ça a fait apprendre énormément. Il y a des histoires qui t'inspirent, ou une citation que tu te dis dans ces cas-là, ou qu'est-ce qui te... Bah, quand je pars dans une voie que je suis fatigué, je me dis chaque move compte. Donc chaque Chaque, move, chaque c'est un move compte, ouais, mouvement. pardon. Chaque Oui, oui, move oui, non, compte. t'inquiète. Non, mais parfois c'est un peu spécifique à l'escalade, le vocabulaire. Donc chaque mouvement compte. Et je sais que si pendant que je grimpe, il y a une section dure et que j'ai du mal à chaque mouvement, bah, je me dis, bah, prends du plaisir dans chaque mouvement, et tu verras bien. Et finalement, t'empiles les mouvements et tu passes la section dure, et généralement ça passe. Ça, c'est ma philosophie. Chaque mouvement compte, et ça me permet de me détendre quand je grimpe, d'y aller à fond, d'être énervé et vif quand je grimpe. Et sinon, bah, j'ai pas mal de grimpeurs qui m'inspirent. J'ai pas forcément de citations ou d'auteurs ou quoi, mais il y a pas mal plus des personnalités, des énergies qui me motivent et qui m'inspirent. Et c'est quoi alors les personnalités, les énergies qui Ah, c'est t'inspirent? gênant. Non, mais Oh, pardon, mais moi j'adore tout ce qui est mindset, donc... ouais, il y a des grimpeurs belges, généralement des grimpeurs belges qui m'inspirent beaucoup parce ils ont une humilité qui est assez intéressante et impressionnante. Il y a Shane Villanueva, Ah Nicolas ouais, ouais. Favres. Moi, j'ai grandi avec eux en tête, en fait. Incontournable. Voilà. Et quand j'étais petit, je me disais, ok, je veux être comme eux. Dans ma vie, je veux inspirer les gens à faire de l'escalade. C'était quand j'ai grandi avec cette idée en tête. Et plus récemment, bah, il y a plein de grimpeurs qui m'inspirent énormément. Et moi, les grimpeurs qui m'inspirent pour le moment, c'est tous ceux qui incluent de l'écologie dans leur démarche sportive. Je pense que c'est pas que dans l'escalade, je pense que c'est le futur des sports. En fait, pour moi, les athlètes, ils ont toujours véhiculé un message, que ça soit politique ou pas, mais dans toute l'histoire du sport en général. Les athlètes ont toujours porté des messages, et je pense que le message d'aujourd'hui, c'est clairement l'écologie, et encore plus dans les sports outdoor qui sont très proches de la nature et qui sont hyper sensibles à ça. Et, euh, et donc pour moi, c'est vraiment là que ça va. Enfin, les sportifs ont un rôle à jouer et un Ah, devoir, je clairement. pense. Et là, on est dedans. Et donc, il y a de plus en plus de grimpeurs qui se mettent là-dedans et qui incluent vraiment l'engagement écologique au cœur de leur projet. Ça devient une priorité. Et c'est en train de changer. Et moi, ça m'inspire beaucoup. Et voilà. Je sais que j'en fais partie d'une certaine manière avec ce voyage-là. Je sais que j'ai ouvert des portes. Je trouve ça génial. Ah ouais, non, carrément. C'est ça que je suis trop contente de parler avec toi ce matin de ça, justement. C'est que c'est vrai que moi, il y a beaucoup de sportifs aussi, d'explorateurs qui me font rêver, mais un petit peu souvent de l'avion ou Ouais. dans le parcours, plusieurs fois par an, parfois toutes les semaines pour certains. Tu te dis, est-ce que vraiment c'est vers ça qu'on doit aller? Ouais, c'est chouette les compétitions internationales, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a aussi il y a autre chose entre le tout ou rien, hein, je dis toujours. Hein, si on voyage déjà 4 fois moins, ben, c'est énorme. Ouais, Hein, ouais. donc Mais surtout c'est pas qu'il faut tout supprimer. dans la compétition internationale, tu vois, les athlètes. Mais j'ai discuté avec des athlètes, hein, ils sont pas forcément d'accord. Mais tu sais, tu as une compétition au Japon, et t'y vas pour une semaine et tu es obligé d'y aller, entre guillemets, parce que ça fait partie du palmarès, et que toute l'équipe nationale y va, qu'il y a les coachs qui y vont, et que Ouais, les sponsors sont derrière les aussi. sponsors sont derrière, c'est un événement officiel, blablabla, t'as un peu la pression d'y aller, et en fait, les athlètes sont pas forcément ok de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde pour une semaine. Surtout que bah, sur place, c'est en mode compétition, donc ils sont là pour faire la compétition. Oui, il y a des moments détente autour, mais pas énormément, et j'en connais plusieurs que ça gêne. Et je sais il y a moyen que ça change dans les prochaines années. Les athlètes commencent à questionner ça, on parlait au coach,
voir comment ils peuvent faire autrement. Et surtout la compétition, maintenant, on pourrait envisager tout à fait une compétition à distance, tu vois, avec les mêmes structures dans les différents pays et les athlètes, ou alors faire des compétitions moins souvent, parce que là, les compétitions internationales, c'est vraiment souvent, faire des trucs moins souvent où là, ça regroupe tous les athlètes et alors plus à petite échelle, moins souvent, avec les gens locaux. Je sais pas comment ça peut évoluer, mais je Ouais, pense ça vaut la que, peine d'y réfléchir, ça c'est ouais, clair. ouais. Pour Ouais, ouais. moi, typiquement, les JO, bah, c'est le rêve de beaucoup de sportifs de haut niveau, mais pour moi, c'est une aberration. Quand tu vois le business qu'il y a derrière, et bon, que ça soit que les athlètes qui se déplacent, ok, enfin, pourquoi pas, tu vois, mais le public qu'il y a derrière, les infrastructures qui sont créées pour enfin, il y a beaucoup d'anciennes infrastructures de JO qui sont juste abandonnées une fois qu'elles ont été utilisées partout dans le monde, hein, enfin, voilà. Enfin, C'est dingo, ouais, c'est, c'est ouais, complètement dingo, hein. c'est un peu hallucinant ce qui se passe derrière. Enfin, voilà. Ah non, ça c'est vrai que c'est des trucs, je me dis toujours, mais comment on pourrait faire? Mais je comprends, hein, et effectivement, je sais toute la pression, comme tu sais, qu'il y a derrière, l'argent qui est en jeu aussi. Si tu Ouais, as des sports, bah, effectivement, qui doivent. C'est la visibilité qui fait qu'ils vont avoir des ressources. Donc, s'il n'y a pas de prix, s'il n'y a pas de sponsor, s'il n'y a pas de visibilité, bah, voilà, il n'y a plus d'athlètes professionnels non plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je crois que si tout le monde se pose la question et a envie de faire bouger les choses, on va trouver des solutions. ouais, Mais ouais. c'est vrai que déjà, c'est super chouette de voir que tu as transformé ton truc en van, en Ouais, voyage vélo, le bout du monde à ce qui se passe ici en France, qui est un super beau pays, hein. On n'a pas. ouais, C'est ouais. vrai quand on n'a pas on a un peu moins d'exotisme peut-être, mais c'est. Oui, je crois que les mentalités changent tout doucement quand même. On voit de plus en plus la micro-aventure. Ouais, Et puis, les gens ont beaucoup redécouvert autour de chez eux avec le Covid aussi. ouais, tout à fait, ouais. Ça a été intéressant comme mouvement. Et alors, toi, tes spots, t'as fait quel coin de France plus? J'ai fait toute la France. Toutes. Donc, non, Tout mais fait. vraiment, j'ai fait un tour entier. Donc, je suis parti de Bruxelles, descendu le long de la Meuse jusque plus ou moins Metz-Nancy. Puis là, j'ai traversé en Alsace. J'ai longé toute l'Alsace. J'ai traversé le Jura, puis j'ai traversé les Alpes jusque Marseille. J'ai pas mal tourné autour de Avignon-Marseille. Puis après, j'étais du côté des Alpilles, donc c'est le sud central, disons. Voilà. Mhm, Je suis mhm. descendu vers Montpellier, puis je suis remonté du côté de Millau, Millau, Albi, puis j'ai remonté dans le Lot. Là, je suis remonté tout droit parce que c'est un peu plus plat, il y avait moins de falaises. J'étais jusqu'en Normandie, grimpé en Parce que la Normandie. fameuse falaise des Landes, non. Non, non, ça, non. Non. Et là, j'ai un peu plus roulé à vélo et moins grimpé, puis j'étais jusqu'en Normandie, et puis je suis rentré à Bruxelles. Donc j'ai vraiment fait un tour entier de la France. Et bon, c'était pas forcément nécessaire, je pense, parce que j'ai roulé beaucoup à vélo sur la fin. Mais c'était important pour moi de passer en Normandie parce que bah, mes grands-parents habitent là. Et je m'étais toujours dit, il faudrait que j'aille grimper. Je sais qu'il y a quelques falaises. Et au final, c'était Mhm. une belle découverte. Et alors, ce qui est marrant, c'est quand tu es dans des endroits un peu plus reculés comme ça, où il y a moins de rochers, eh ben, il y a une communauté de grimpeurs de fous. Les gens sont hyper motivés parce qu'ils ont Ah trois oui. bouts de cailloux et ils sont à fond. Et ils Mm. se contentent de pas grand-chose, contrairement aux endroits où les gens ont beaucoup de falaises, beaucoup de rochers, où ils sont parfois un peu feignants. Tu vois, ils Le ont un peu, blasé. tu vois, dès qu'il fait un peu moins beau, ils sont là, bon, on va pas en falaise, c'est pas grave. Tandis que là, dans le nord, par exemple, dès qu'il fait un moindre beau, ouais, ils sont dehors et ils sont trop contents. Et donc, il y a vraiment une énergie qui est hyper agréable. Pareil, en Alsace, j'ai retrouvé ça. En fait, c'est un peu l'énergie qu'on retrouve en Belgique où les gens sont motivés quoi qu'il arrive parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent pas juste compter sur les conditions extérieures. Faut Ouais, juste y ouais, aller. ouais. Et donc, il y a une mentalité qui est vraiment chouette. Et donc, Des la grands Normandie, enthousiastes. mais ouais, c'est trop marrant. Et du coup, la Normandie, j'étais vraiment content d'y aller. Et j'ai rencontré de super personnes et des falaises qui valent le coup. C'était Mhm. marrant parce que personne n'en parle et enfin, c'est un peu le coin paumé là-bas où il y a que des vaches et du camembert. Ben non. Et j'étais content d'y passer. J'ai fait des beaux Vas-y, comment vitas. s'appellent ces petites falaises Ben qu'on il y a fasse office du tourisme là? mais c'est les falaises le long de la Seine. Mhm. Euh, Voilà, et là, c'est des falaises donc de craie blanche, et il y a des Ok. galets insérés dedans, et donc
c'est trop marrant de grimper là-dessus. Euh, et ouais, j'ai fait principalement là, mais il y a aussi Clécy, ils appellent ça la Suisse normande. Là, il y a une barre rocheuse en granit. Et alors, ce qui est très marrant dans ces coins-là, c'est que c'est pas très loin de Paris. Et à l'époque, les alpinistes parisiens allaient beaucoup s'entraîner là-bas, parce que c'est à 1 heure de route de Paris. Et donc, tous les Ok. rochers pas trop loin de Paris, ils ont été bien, bien exploités par les alpinistes qui s'entraînaient juste pour aller en montagne après. Et donc, il y a aussi une histoire de l'escalade là-bas sur des petits bouts de rochers tout nuls. C'est marrant. C'est vraiment pas grandiose, mais voilà, et ça a été exploité il y a longtemps et beaucoup. Et donc, il y a une espèce de communauté bien motivée. Euh, vraiment, vraiment sympa. Ça vaut le Ah, détour. C'est pas une destination de rêve comme dans le sud de la France où il y a des falaises immenses avec tous les niveaux et du rocher ouais. très très beau. Mais si un jour vous passez en Normandie ou même en Bretagne, ça vaut le coup d'aller voir les spots. Il y a des trucs assez fous. Ouais, Mhm. voilà. Ah, chouette. Et alors, justement, tu parles beaucoup des rencontres. Tu as fait comme ça à chaque fois beaucoup de rencontres. Ça faisait Ouais, partie du trip. ben en escalade, enfin, c'est plus facile de grimper à deux toujours. Et je suis parti tout seul, dans le Mhm. but justement de rencontrer des gens, d'aller vers les communautés locales, rencontrer un peu les habitués des spots. Et quand tu passes comme ça en hiver dans des spots un peu pas trop connus, ben, t'es forcément avec des gens locaux c'est leur falaise de l'année, tu vois, ils sont là toute l'année. Et il y a un peu moins de tourisme et c'était ça que je cherchais aussi, c'était l'authenticité, rencontrer les gars du coin, quoi, ou les filles du coin. Ouais, Euh, ouais, ouais. et, euh, et ça a plutôt bien marché parce qu'en fait, ce projet de trouver le plus beau 8A de France, en fait, ça parle aux gens. Tu vois, dans les communautés, imagine, c'est notre 8A classique, machin. Et donc tout le monde était hyper content de m'accueillir et de montrer un peu la falaise locale. Les gens étaient vraiment à fond dedans. Et donc j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de Ouais. gens. Et Et du c'était coup, tu étais attendu sur les réseaux sociaux, les gens ouais, te au suivaient. début, tu sais, je suis parti comme ça et Ouais, bah j'avais oui. pas forcément de gens qui me suivaient, mais au fur et à mesure, les gens ont entendu parler. J'ai fait des petites interviews, des petits articles, machin, machin. Puis sur les groupes Facebook, il y a eu pas mal de bruit aussi. Et puis au fur et à mesure, en fait, à la fin, c'était trop facile. Je devais même plus chercher des gens avec qui grimper. Les gens me disaient, ouais, il paraît que t'es pas loin. Moi, j'habite là. Viens, je te montrerai cette falaise. C'est génial ce que tu fais. Voilà. Euh, À la fin, c'était vraiment facile et chouette. Les gens étaient à fond. Et du coup, tu logeais sous tente ou t'étais invité partout? Alors, j'étais complètement autonome en termes de bivouac, Mhm. mais j'ai quand même été souvent accueilli chez les gens. Et c'était agréable parce que quand il fait -5 dehors, sortir la tente à 17 h, c'est un peu rude. Ça avait duré Mais combien de temps ton voyage là? ça a duré 6 mois. Donc, je suis parti en septembre, je suis revenu en mars. Donc, j'ai vraiment fait tout l'hiver. Ah ouais, il y en a qui font plutôt ça en été, toi tu non, l'hiver. Ouais, déjà pour l'escalade, c'est plus intéressant de grimper en hiver. En fait, les meilleures saisons, c'est automne et printemps. C'est là où il Ok. n'y a pas le soleil trop direct sur les falaises et c'est là où il fait pas trop froid au cœur de l'hiver. Donc, quoi qu'il arrive, je devais faire soit l'été, soit l'hiver. Et bah, pour l'escalade, on préfère le froid que le chaud. C'est plus agréable pour grimper. Et dans le sud, qui était une grosse partie de mon voyage, enfin, tu peux à peine grimper en été, il fait trop Oui, chaud. c'est ça. Mhm. Et au final, je suis parti du coup en hiver et j'ai trouvé que c'était une excellente idée parce que il y a beaucoup moins de tourisme. Du coup, il y a beaucoup moins de monde sur les routes déjà. Donc pour rouler à vélo, c'est plus sympa. Et les gens sont beaucoup plus accueillants parce qu'ils en ont pas marre de voir du monde. Et Ouais. donc en fait, au cœur de l'hiver, là dans le sud, j'étais super bien accueilli alors que je pense qu'en été, ça aurait été très différent. J'aurais été beaucoup plus solo. Ah ah. Euh, et puis même rouler par 35 degrés, moi, ça m'excite pas trop. Je Non, préfère non. un 5 degrés bien sec au soleil qu'un 35 degrés à dégouliner au soleil. Ouais. Euh, voilà. Et donc, au final, ça s'est très bien mis. Et oui, oui, faut pas dire que c'était que du plaisir, hein. Le froid, c'était quand même parfois dur, mais je pense qu'en général, c'est quand même une bonne option pour faire ce genre de voyage. Voilà.
Ouais, cool. Et alors, tu dormais quasi tous les soirs en tente et tu te faisais ta petite popote comme on imagine, l'image épinal, le petit feu, le petit Ouais, bec ouais, bazen avec ouais, exactement. les petits plats lyophilisés. Pas trop lyophilisé parce que ça coûte cher et que c'est pas. Enfin, pour 6 mois de Oui, c'était pas voyage, nécessaire c'est pas spécialement nécessaire. Et en France, ouais. tu trouves de la nourriture partout. Et surtout à vélo, tu fais un peu de distance, tu peux vite faire 10 km en plus pour trouver un truc à manger. Ouais. Puis j'ai pas mal été du coup dans les trucs un peu locaux, les petits, passer dans les fermes, chercher à manger. C'était chouette. Ah, cool. Ouais. Alors, le plat de campagne comme ça que avais plaisir à te faire sur ton petit feu. Ce que je faisais le plus, c'était riz lentilles avec du lait de coco. C'est pas très local, c'est un peu plus exotique, mais en fait, c'est hyper facile à faire et ça apporte tous les nutriments que tu as besoin. Et ça va Ouais. vite. Donc en fait, Et voilà, la hop, recette la recette. conseil pour Ouais, une énergie. exact. Super. Et donc, t'as dormi en tente quasi tout le temps alors? Sur la fin, beaucoup moins, parce qu'il y avait beaucoup plus de pluie et que j'avais moins la motivation, disons. Donc j'étais plus accueilli chez des gens. Et après, ça dépendait des périodes. Il y a des endroits où il y avait un peu moins de monde, des régions un peu plus désertes. Là, je dormais tout le temps sous tente quasi. Et puis, Mhm. dans les endroits où il y avait un peu plus de monde, plus de communauté de grimpeurs, je dormais beaucoup chez les gens. Du coup, en moyenne, je dirais moitié-moitié. Sympa. Ouais, T'es revenu avec plein d'adresses, plein de potes en plus. ouais, ouais, carrément, ouais. Est-ce que tu as déjà eu une peur bleue pendant que tu escaladais? Alors, oui, évidemment, j'ai déjà eu des grosses peurs. Celle qui me vient la première à l'esprit, je faisais de l'escalade dans le Verdon, dans les gorges du Verdon avec un ami et avec des amis en fait. Et on était deux cordées en parallèle et je grimpais, j'étais déjà dans une voie un peu dure et j'étais dans le passage dur vraiment de la voie, donc j'étais très concentré. Et à un moment donné, en dessous de moi, j'entends libre. Et en fait, ça veut dire que ton assureur libère la corde pour que tu puisses hisser le reste de la corde vers le haut. Et donc, ça veut dire que tu n'es plus assuré. Et à ce moment-là, ben, je me crispe un peu. Je dis non, non, je continue à grimper, je continue à grimper. Flo, je grimpe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a entendu relais de la cordée d'à côté. Donc, il a cru que j'étais arrivé au relais et il a libéré la corde. Donc, je me suis retrouvé quelques secondes sans être assuré à 200 mètres du vide, à 200 mètres de haut. Voilà, ben, ça m'a fait pas mal peur. Mais après, des peurs comme ça, il y en a pas mal en escalade. Euh, ouais, on apprend à les gérer et à être à l'aise quand elles surviennent. Est-ce que tu es déjà tombé de très haut? Alors oui, je suis déjà tombé de très haut. Une de mes plus grosses chutes, c'était au Canada. Je faisais de l'escalade sur Coinceur. Donc c'est une escalade qui est assez flippante parce que tu places toi-même les protections. Et là, j'ai pris une grosse chute de 10-15 mètres qu'on a filmé d'ailleurs. C'est marrant parce que ça arrive pas souvent de filmer les chutes et là, on l'a filmé. Et, euh, Et ça, c'est une des plus impressionnantes que j'ai faites. Mais après, les chutes, ça fait partie intégrante du jeu de l'escalade. Donc, on finit par les apprivoiser. Et au final, c'est pas si terrible que ça. Ça fait très peur au début, mais plus on en fait, plus on est à l'aise avec. Ouais, voilà. Pablo, c'est quoi ton moment préféré quand tu escalades, ton plus gros kiff? Alors moi, les moments que je préfère en escalade, c'est quand je grimpe euh, et que, euh, et que je suis à une certaine intensité où je dois être vraiment entièrement concentré et entièrement dedans. Et ce que j'adore, c'est que c'est à ce moment-là que je suis le plus connecté à ce qui m'entoure déjà, aux rochers, aux éléments, mais aussi à mon corps. Je suis hyper fort à l'écoute de mon corps, à bien transférer les appuis, transférer le poids. Et c'est un jeu où tu dois te pousser mentalement et physiquement et tu dois entièrement être là, entièrement être présent. Et en fait, des connexions comme ça, si fortes avec ce qui t'entoure et ton corps, ça c'est rare. Moi, c'est les moments que je préfère. Tu rentres presque dans une espèce de transe où t'es entièrement là, quoi. Et ça c'est juste magique. Et ça m'arrive souvent dans les voies quand même dures, mais où j'ai un peu de marge, mais je dois être concentré. Je dois vraiment être concentré et pas faire d'erreur. Et là, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu dois
apprivoiser ton corps, le connaître et de là être parfait et être 100% dans l'effort. Et ça, c'est juste des sensations incroyables. Ça, c'est encore plus incroyable quand les éléments sont un peu déchaînés autour de toi, quand il y a du vent ou quand il y a un orage qui se prépare ou quoi. Et là, t'es dans un univers parallèle, c'est complètement incroyable. Voilà, ça c'est ce que je préfère en escalade. C'est quand je grimpe, quand je suis dans le flow et, et que je suis entièrement dans ma grimpe. Est-ce qu'il y a un endroit qui est vraiment ressorti, dont tu te souviens avec plaisir en disant ça, c'est un endroit, je vais y retourner, j'ai vraiment bien Ouais. accroché. Mon coup de cœur, c'est les gorges du Tarn. C'est Mhm. du côté de Millau. Bon, c'est une falaise dont j'ai toujours entendu parler. Et, c'est vraiment un lieu que j'ai vraiment apprécié. J'ai rencontré des super personnes. Et c'était le point de forme de mon voyage aussi. C'était en début février. Donc j'étais rodé, j'étais super bien rodé, que ça soit vélo, escalade, j'étais vraiment en forme. Et j'avais un pic de motivation à cette période-là. Et donc j'étais vraiment en forme et j'ai vraiment des voies incroyables avec des gens au cœur de l'hiver, des locaux qui hallucinaient de voir un Belge débarquer là en hiver, parce qu'en hiver, personne ne grimpe, il fait trop froid. Et, euh, et moi, j'ai un super bon souvenir là, j'étais super bien accueilli et ça a vraiment été mon coup de cœur. Et j'y suis retourné d'ailleurs l'été passé et j'ai retrouvé tout le monde, c'était génial. Et là, je crois que je vais y retourner en février. Je trouve que c'est un endroit incroyable, c'est hyper sauvage, il n'y a pas grand-chose et tout est orienté autour de la nature et c'est vraiment un super beau coin de France. Voilà. Et pour l'escalade, c'est fou, c'est juste fou, il y a des falaises à l'infini, il y a un potentiel de malade et les gens sont hyper bienveillants, hyper accueillants. Voilà, vraiment mon coup de cœur. C'est cette voie-là à laquelle tu as décerné ton prix. Ouais aussi, mais c'est pas forcément lié, c'est juste, ça s'appelle les ailes du désir. C'est un 8A qui fait 50 mètres de long. Donc 50 mètres de long, c'est assez long. En général, une voie, ça s'arrête. Une voie de 30 mètres, c'est déjà long. Mais 50 mètres, c'est vraiment très 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 long. Il faut des cordes spéciales parce que les cordes sont pas assez longues généralement. Ah oui, oui, Et carrément. donc, ouais, et donc c'est vraiment une voie juste incroyable, sur de super rochers, sur une face incroyable, avec une vue de malade. Enfin, voilà, ouais, moi, c'était mon coup de cœur. Mais après, c'est très personnel, hein, je dis pas que c'est le plus beau 8A de France, mais c'est en tout cas mon 8A préféré. Il y en a eu d'autres, hein, il y en a énormément, plein d'autres. J'ai fait une liste Deuxième comparative. position. Deuxième position, ça s'appelle Orange Mécanique. C'est du côté de Toulon, donc ça n'a rien à voir. C'est une falaise qui s'appelle le Simaï, qui est très très légendaire, parce que Patrick Hédinger, que probablement pas mal de monde connaît, qui était un grimpeur des années 80 très très fort, 80-90, c'était sa falaise de prédilection, il habitait là-bas et il a ouvert plein de voies, hein, c'est incroyable. Et c'est très corsé comme cotation, c'est vraiment dur. Et il y a des lignes juste incroyables. Voilà, Orange Mécanique, je conseille Orange vivement. Mécanique en numéro 2. En Allez, on va numéro 2. faire le vrai podium. Numéro 3. Numéro 3. Difficile, difficile. Je dirais. Bon, il y a la falaise du Bofi au-dessus de Millau, où il y a une voie qui s'appelle Face de Péniche. Et c'est un 8A incroyable. Mais c'est d'ailleurs le 8A qu'on voit bien dans le film, qui est filmé au drone. C'est vraiment une ligne incroyable. Et là, il y a une vue sur tout Millau. Ça, c'est aussi une de mes lignes préférées. Enfin voilà. Il y en a beaucoup. J'en ai une dizaine, coup de cœur, disons. Alors, le film, c'était dans l'idée depuis le début. C'est. Alors, oui et non. Je veux faire un film de ce voyage, donc j'ai toujours filmé pendant le voyage. Mais ce film-là en question, c'était pas prévu. C'est un réalisateur français qui s'appelle Florent Quin, qui, pendant que je voyageais, j'étais au milieu de la forêt dans le Jura, qui m'a appelé et m'a proposé de faire un épisode, parce qu'il y a une série d'épisodes sur des grimpeurs, un épisode sur moi. Et donc ça s'est mis un peu par hasard. Et donc il m'a rejoint dans les gorges du Tarn pour 5 jours où il m'a filmé et il a fait en fait un épisode pour sa série. Et quand il m'a montré le résultat, je lui ai dit en fait c'est trop bien pour le mettre sur YouTube et que ça disparaisse dans les limbes de YouTube. Et donc je lui ai proposé de mettre ça en festival et en fait ça cartonne. Et c'est cool pour lui parce que il se lance un peu à son compte et il est vraiment talentueux.
Et du coup, ben voilà, ce film marche bien. Donc ça, c'est un petit court-métrage de 12 minutes qui tourne pas mal. Oui, que j'ai eu la chance de Et moi, je suis en voir. train de monter un long-métrage qui raconte un peu plus l'histoire du projet et un peu tout le voyage. Moi, j'ai filmé pendant tout le voyage, donc j'ai des images d'un peu partout. Et là, j'aimerais en faire un long-métrage que Excellent. je suis en train de monter. Ah ah. Voilà, donc ça sera pas pour tout de suite, tout de suite. Moi aussi, ça commence à avancer bien. Euh, mais celui-là est pas encore sorti, je l'ai encore montré à personne. Voilà. Waouh! Ah là, tu fais trop le teasing là. Et tu penses le sortir quand là? Bah, le plus vite possible, hein. Là, je suis en plein dans le montage. Euh, Là, je suis dans mon travail de... C'est bien Pablo, quand il grimpe pas, il monte. Ouais, exact. Ça reste cohérent. Non, j'aimerais bien prendre 2 mois pour le finaliser à partir de fin janvier. Là, février-mars, j'aimerais bien faire ça 2 mois à fond. Et, et Mhm. j'espère que ça sera fini après ça. C'est marrant. Non, je repensais à l'histoire de l'interview qui fait qu'on est là tous les deux ce matin. Je me disais, c'est une grimpeuse. Tu me dis, c'est des histoires de grimpeurs qui se parlent de grimpeurs. Et moi, là, c'est une grimpeuse qui m'a dit, je dis, ah, j'ai pas encore un autre genre de l'escalade. Elle dit, ah, mais il y a, il y a Pablo qui fait un truc génial. En plus, des empreintes carbone zéro. Je dis, attends, ça a l'air chouette. J'aime bien mettre en valeur des sportifs qui se creusent un peu la tête pour être encore plus en harmonie avec ce qu'ils font, puisque forcément, faire du sport outdoor en démolissant l'outdoor, je trouve ça pas très Ouais, cohérent. tout à fait. Donc, je me dis, ah, trop chouette. Et puis, alors, toi, t'arrêtes pas de parler de rencontres. Et puis, j'avais revu ton film suite à une rencontre qui m'a amené à cette projection. Génial. Où je dis, ah, c'est vrai, c'est trop bien. Bon, on m'a déjà parlé de ce Pablo Recourt. Je dis, il faut que je prenne contact. C'est vraiment une chouette histoire. Et c'est vrai que le film est très bien. Et donc, il a reçu plusieurs prix déjà, tu Ouais, disais? alors je suis très nul en nom, mais je sais qu'on a reçu des prix à Grenoble, au Canada, à Vancouver, on a reçu un prix aussi. Voilà, je saurais pas te dire lequel, mais des premiers prix, des prix Ah de oui, c'est ça, c'est avant jury. l'enregistrement. Tu disais il est bien Ouais, reçu aussi à ouais, il est très l'étranger. bien reçu et ça c'est cool parce que moi je trouve en Europe il y a déjà un peu un switch de mentalité. Les gens commencent à faire attention, sont sensibles en tout cas. Je sais pas s'ils font attention, mais ils sont sensibles. Mais en dehors de l'Europe, enfin ça dépend où, hein, je veux pas Il y a généraliser. du gros taf à Mais faire. Ouais, ouais. ouais, les gens se rendent pas compte. Et encore il y a 2 semaines, j'ai reçu un message d'Australie d'une fille à Sydney qui avait vu mon film. Je trouve ça génial. Et, euh, et comme quoi, elle était trop contente de voir un projet un peu différent avec de l'écologie dedans. Et enfin, elle hallucinait en fait. Et pour eux, c'est tellement pas normal. Waouh! Et je trouve ça génial que ça puisse sortir de notre cercle proche, entre guillemets. Ouais, Européen, ouais. européen proche, ouais. Ah oui, il avait été enfin, il avait été sous-titré en Ouais, anglais, ouais, il c'est est ça? C'est sous-titré en comme ça que ça anglais. s'est Ouais, passé, qui est arrivé ouais, là-bas? ouais. Il me semblait Mais en bien, fait, j'avais vu. il y a une plateforme où tu peux postuler à plein de festivals. Du coup, on a fait ça et parfois on reçoit un mail comme quoi enfin, il est réceptionné dans tel festival et il sera projeté tel jour. Et voilà, c'est marrant. Oh, trop Ouais, chouette. Et du coup, vous vous dépêchez de prendre l'avion pour aller au bout ouais, du monde pour exactement. On aller à la prend projection, un bien sûr. maximum d'avions. Ouais, ouais. Non, malheureusement, c'est pas possible. Mais quand c'est possible, en France et tout, bah, Florent, il y va souvent. Surtout qu'il habite Ouais, à Briançon, donc pour lui, c'est plus facile de se déplacer dans les Alpes. Moi, j'essaye d'y aller quand c'est possible. Voilà. ouais, bien sûr. Mais, euh, Hmm. mais génial. Mais que le film voyage, Ouais, lui, par contre, mais ouais, ouais, oui. ouais. Qu'il voyage le À plus fond, ouais. possible, le plus loin Ouais, possible. complètement. Ça, c'est chouette. Ouais, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce film, Ouais, vraiment. il est trop bien monté, il est trop bien filmé. Franchement, je suis super content du résultat. Parce que c'était un peu bonus, quoi, tu vois. Et Oui. voilà, et il est génial. Moi, je suis trop content. Mais sinon, toi, quand tu avais filmé seul, tu as filmé au drone aussi, alors? Tu Ouais, étais parti avec ton je suis drone quand parti avec mon même? drone, je suis parti avec une super caméra. Donc, j'ai de très bonnes images. Faut juste que je les monte. Et alors, c'est Eh oui, un oui. travail, un travail intéressant parce que se filmer soi-même, c'est très différent d'avoir quelqu'un qui est là pour te filmer d'un point de vue extérieur. Notamment, toutes les images escalade, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, j'ai pas mal de face caméra avec des réflexions, avec des choses intéressantes. Voilà. Ah, chouette. Ah, il le tease bien, il le tease bien. Bah écoute, tu nous tiens au Bah courant ouais, hein, quand ça sort, qu'on évidemment. puisse mettre les infos sur le site internet. Le fait que tu t'intéresses à l'outdoor et à être cohérent jusqu'au bout dans tes valeurs et à faire attention dans tes aventures, tu le portes aussi dans tes projets professionnels. Là, tu essaies de lancer un produit qui est dans la lignée de tes Ouais, valeurs. tout à fait. Bah, j'essaye de développer le bambou en Europe, qui est un matériau Mhm. super durable.
et qui pourrait remplacer l'aluminium, l'acier, qui sont des matériaux horribles pour la planète. C'est vraiment des consommations d'énergie assez aberrantes. Et notamment dans le monde de la construction, il y a de l'intérêt pour des matériaux alternatifs et durables. Et le bambou, c'en est un. Mhm. Et le problème, c'est que pour le moment, on n'a pas encore beaucoup en Europe, mais ça pousse en Europe parce qu'il y a différentes variétés et notamment des espèces qui poussent en Europe. Et ça se développe Mais doucement, mais il ouais, n'y a pas trop de demandes. Donc, nous, on essaye de pousser ça et de créer des demandes. Et voilà. ouais, je parlais avec quelqu'un qui travaille chez Céodiologique et Green Ouais, Tripper, donc en Belgique, à ouais, Bruxelles. Là, ils sont très, très, très chouettes. Et bon, en faisant construire, évidemment, pour eux-mêmes, hein, en privé, ils ont fait très attention à construire le plus vert possible. Et ils ont mis partout du bambou au sol. Et je dis, tiens, j'étais un peu étonnée. Je dis, bambou, ça vient pas de loin, etc. Mais tu sais que l'empreinte écologique est encore moindre avec le ouais, bambou. Pour le sol, c'est super résistant et tout. C'est comme ça qu'elle a commencé à me parler de bambou de ouais. construction. Bon, là, c'est encore pour les finitions, on va dire. Mais donc, j'ai déjà été étonnée. Mais je me dis, bon, ben, elle doit vraiment savoir de dont elle parle. Donc, ok, le bambou, faut pas avoir peur. Ouais, non, C'est fort c'est durable alors. incroyable, ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors avec le bambou en construction, outre justement ces Alors, finitions? Donc, à la place de l'acier, tu dis ouais, carrément? en fait, si tu prends un rapport par rapport au poids, le bambou est plus résistant que l'acier. Donc, si tu prends 1 kilo de bambou, ça sera plus résistant que 1 kilo d'acier. Parce que la défi est vraiment très très résistante. Et si tu l'utilises correctement, c'est vraiment un matériau de fou. Alors, il y Mhm. a moyen donc à l'état naturel, c'est un tube. Il y a moyen de le transformer pour en faire du lamelé collé. Moi, je suis pas trop fan de cette solution parce que c'est beaucoup d'énergie et de déchets produits pour le transformer, etc. Mais il y a moyen de l'utiliser directement à l'état tubulaire parce que c'est son état naturel et il est très résistant comme ça. Et nous, c'est ce qu'on essaye de développer. Et donc, pour tout ce qui est structure de tubes, tu vois, les échafaudages, des structures de tentes, d'événements, tout ça, tu vois, tu vois bien, c'est de l'aluminium, généralement, c'est des tubes en aluminium. Et nous, on aimerait développer un peu ça pour tout Ah type de produit. ouais! Là, on travaille notamment avec une Mhm. entreprise qui fait des structures d'événements pour des showrooms et des trucs comme ça. Ils font tout soit en aluminium, soit en bois, et alors c'est pas forcément récupérable. Ou si ça l'est, c'est en aluminium. Et c'est pas un matériau très intéressant énergétiquement parlant à la production. Du coup, on essaye de développer des produits en bambou. Et donc, c'est souvent des structures tubulaires. Et par contre, on est ouvert sur le champ des possibles. On travaille aussi avec un designer français qui essaye de développer une gamme de mobilier, pareil avec des tubes. Enfin voilà. Et alors, notre but aussi, c'est de un peu casser cet imaginaire qu'on a du bambou comme quoi ouais, c'est un matériau exotique. Voilà. On aimerait le rendre un peu plus moderne et donner un look vraiment moderne au bambou, à l'utilisation du bambou. Et donc on fait très attention aux finitions. Et en fait, nous, notre expertise, elle est basée sur les systèmes de connexion entre les cannes de bambou qu'on a développé euh, en labo pendant 2 ans à Lausanne. Et donc voilà, on a un brevet là-dessus et on développe des structures basées sur ce système de connexion qui est démontable, réversible. Donc voilà, c'est comme des Legos de bambou en gros. Ah d'accord, ouais, parce que je me disais aussi, c'est vrai que par rapport à l'alu, peut-être, on sait moins facilement monter, Ben démonter justement, des dizaines, des centaines il y de a fois. moyen, Ça, ouais, ouais, justement, vous avez ouais, réussi. Il y a moyen, ouais, on peut on le peut le faire. faire. Voilà. Ouais, trop Maintenant, bien. faut le Et développer donc, au grand public, quoi. ok, donc le nom de ta Ça startup, s'appelle si on veut la retrouver, Bameo. c'est Baméo. Ok, je le mettrai aussi dans les Ouais. notes de l'épisode, écoute, hein, s'il y a des gens que ça Yes. intéresse, ça peut être... Avec bah plaisir, oui. venez, on est gentil et on fait des chouettes produits. Voilà, ils ont plein d'idéal et en plus, ils pourront vous donner des bons spots pour les vacances et l'escalade. Ah ben, donc, il y aura un film sur ton escalade. J'ai pas demandé, est-ce qu'il y aura un bouquin ou est-ce que tu as listé tous tes trucs et tes impressions quelque Ouais. part ou sur un site web ou sur des réseaux? Alors, moi, j'écris beaucoup, je dessine aussi un peu. Du coup, j'ai un carnet de Oh, voyage qui est hyper rempli, où j'écris tous les jours, toutes mes aventures. Euh, je sais pas du tout ce que je vais en faire de ce truc. Probablement un livre un jour, mais je pense ah. que je le combinerai avec des réflexions un peu plus profondes. Et du coup, ça sera pas pour tout de suite, peut-être pendant quelques années, réutiliser ce truc-là. Mais sinon, j'ai tout raconté sur mes réseaux sociaux, sur Instagram.
et sur Facebook. Ok. Donc là, il y a moyen de retracer tout mon voyage. J'ai écrit pas mal aussi dans mes posts. Donc voilà, ça retrace un peu avec des belles photos, quelques vidéos. Euh, voilà, il y a moyen de suivre ça. Du coup, sur Instagram, ça s'appelle Pablo Recours, c'est mon nom. Mhm. Et sur Facebook, c'est Enquête du Saint-Vita. Voilà. Ok. Ouais. Eh ben oui, forcément. Ok. Des réflexions profondes. Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ce voyage? Bah, des réflexions sur comment le monde doit évoluer en général. Mhm. Et je pense que en tant que sportif et en tant que quelqu'un qui est sensible à l'outdoor, je pense que on a, enfin moi et la communauté en général, on a des trucs à apporter et peut-être des pistes de réflexion et des alternatives à proposer. Et je réfléchis pas mal là-dessus à comment on peut faire les choses. Et donc voilà, j'ai envie de aussi un jour pouvoir partager ça. Donc là, c'est des bébés réflexions et j'en discute avec pas mal de gens qui sont avancés, plus avancés, des activistes, etc. Je me dis qu'un jour, peut-être ça pourrait être intéressant de vulgariser tout ça euh, Claire. sous forme de livre, peut-être. Et donc, je me dis bien que je raconterais bien des aventures avec des réflexions en parallèle. Je pense qu'il y a des trucs intéressants. Voilà. Claire. Qu'est-ce que tu penses alors de la place de l'homme et parfois même les sports outdoors sont atteints Ah, bah, d'exploitation complètement. et de consommation plutôt que de... Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Ben, pour moi, il faut qu'on arrête de consommer. Consommer, en tout cas, arrêter, c'est pas possible parce qu'on est là, on a d'office un impact, mais c'est consommer le plus raisonnablement possible et juste être conscient. Je pense que si déjà tout le monde était conscient, il y aurait un gros changement. Les gens commencent à être plus conscients, tu vois. Malheureusement pas que pour des idéologies et des valeurs, parce que c'est la réalité du monde. Tu vois, le prix de l'essence qui explose, le prix de l'énergie en général aussi. Là, ça fait conscientiser les gens, ils se demandent pourquoi, etc. Moi, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de switch de mentalité, les gens vont commencer à faire attention et vont prendre l'avion. Enfin, il y a plein de trucs super simples, hein, juste changer de banque aussi, il y a des banques vertes. Il faut savoir que l'argent qu'on a dans nos banques ne Oui, dort pas, il est exploité, il est utilisé pour mais l'impact est juste énorme. énorme, quoi. J'ai été Ouais, super étonnée par un post récemment qui dit quelqu'un qui fait hyper attention, mais vraiment ascétisme toute l'année, mais qui garde son argent, ses économies à partir de 5 000. Enfin, c'est déjà énorme. C'est comme si j'avais quand même fait plus d'un aller-retour ouais. Paris-New York alors que je prends plus l'avion. Je suis Ouais, ouais. dégoûtée. Il y C'est a un vrai que chiffre assez ça parlant, m'a c'est vraiment... 4 000 euros sur une banque, une grosse banque française ou belge voilà, qui finance des exploitations d'énergie fossile. Juste 4 000 euros, c'est l'équivalent de si tu faisais 15 km en voiture tous les jours pendant un an, en termes de CO2. Ouais, C'est énorme, c'est t'imagines. énorme. Donc en fait, t'as beau avoir le mode de vie le plus simple, le plus écolo possible, mais t'as de l'argent sur une grosse banque, bah en fait, ça n'a juste pas de sens. Donc juste déjà changer son Mhm. argent de banque. Il y a des banques vertes qui financent plutôt des trucs écologiques plutôt que des énergies fossiles qui dépolluent les océans, qui replantent des forêts, etc. Il y a sa consommation en général, juste être conscient que prendre l'avion, c'est pas bien. que des... C'est mal. Non, non, mais je suis Non, pas non, mais ça... complètement contre prendre l'avion. Je comprends que Non, de mais temps en temps, comme on c'est disait, hein, si on le intéressant, prend plus voilà. qu'une fois de temps en temps plutôt que 4 fois Ouais, par c'est an, ça. voilà quoi. Et Mais juste puis après, être il y a conscient de l'impact que ça a. faire sa compensation carbone en sachant que la meilleure compensation carbone, c'est de ne pas consommer ce Ouais, carbone, mais si jamais il y a au moins des alternatives pour au moins un peu atténuer, faire au moins ouais, ça. bien Enfin, sûr. oui, il y a moyen de faire des Ouais, mais choses, dans sa évidemment. consommation en général, il faut être conscient que tout ce qu'on utilise a un impact. Et il faut juste savoir ce qu'il y a derrière, tu vois. En fait, tu as acheté un vêtement que tu vas porter 3 mois et puis changer, en fait, ça a un impact énorme. Manger la manière dont tu manges aussi. Euh, Mm. une alternative facile et accessible, c'est être végétarien parce que ça, c'est accessible, ça commence à être connu, donc il y a plein de trucs faciles pour être végétarien. Puis savoir d'où viennent tes produits. Si, en fait, ton avocat il vient de l'autre bout du monde, ça veut dire qu'il a pris l'avion. Et en fait, c'est un impact carbone énorme derrière. C'est vrai qu'être végétarien mais avec uniquement des choses exotiques, Oui, c'est bof, ça. Donc, en fait, il y a bon. moyen d'être. Va plutôt trouver un bon petit boucher Oui, c'est local ça. alors, hein, Il y a parce que... moyen de pas être végétarien et d'avoir un impact vraiment réduit si tu prends des trucs locaux, de saison, etc.
Mais je dis que juste être végétarien, c'est une alternative facile où tu dois pas trop réfléchir parce que c'est déjà abordable, etc. Et déjà ça, c'est un premier truc. Juste aussi faire attention à la manière dont on se déplace. Au-delà de juste l'avion, la voiture. Faire un aller-retour, je parle pour les Belges, un aller-retour Belgique-les Alpes, c'est 320 kilos de CO2, donc c'est énorme, sachant que dans l'idéal, chaque être humain devrait être en dessous de 2 tonnes à l'année. Si tu fais si tu fais un aller-retour Alpes par an, c'est déjà 320 kilos de CO2. Donc ouais. C'est déjà C'est bien déjà bien parti. parti, ouais, ça va très vite en fait. Et juste être conscient, en fait, on peut le faire, mais faut savoir ce que ça impacte derrière. Et c'est pas pour ça qu'il faut. Mais moi, je trouvais que cette idée de juste changer de banque, Ouais, tu vois, c'est pas des trucs qui vont te demander des efforts au quotidien. Oui, il faut prendre une fois le temps de se poser là-dessus. Mais je me disais, quand tu vois l'impact énorme que ouais, c'est, je dis, mais ouais, attends, on demande souvent aux gens de prendre moins la voiture, on prend moins ceci. Mais je dis, déjà, change ton ouais, argent de banque. ouais, Ça sera un impact, mais ouais, immédiat. Et tu devras pas t'emmerder au ouais. quotidien, Et alors, quoi. les banques C'est vertes, fou. elles sont là pour que ça soit plus facile. Et en fait, c'est hyper facile. Genre Gringot là, enfin, j'ai changé de banque il y a pas longtemps. Ça m'a pris vraiment 6 minutes à créer mon compte et transférer Ok, mon argent. Vraiment 6 minutes. J'ai pu le faire depuis chez moi, 6 minutes. ici même, avec mon téléphone. Faut juste filmer ton passeport ou ta carte d'identité pour prouver que c'est bien toi. Et, Hmm. et puis tu reçois par la poste ta nouvelle carte. Et voilà. Pour en revenir un petit peu maintenant à tes aventures, dans ces 6 8 boîtes, qu'est-ce que tu m'as dit que tu as passé comme ça J'ai passé à 6 travers mois. UT? Ouais, 6 mois au 6 total. mois, ouais, voilà. Quel est l'objet qui t'a le plus servi, tu Mon penses? vélo. Enfin, hors matériel de grimpe, évidemment. Mon Ouais, ton vélo, vélo. ouais. Mais sinon, le truc, tu t'es dit, ah, vas-y, ça, j'ai bien fait de le prendre le soir. Ma lampe frontale, c'est tout bête, hein, mais avoir une lampe frontale, c'est hyper pratique. Et sans lumière, on sait pas faire grand-chose, surtout quand au creux de l'hiver, il fait nuit à 17h et que tu te retrouves à devoir bivouaquer. Ouais. La lampe frontale, c'est essentiel, le couteau aussi. Et puis moi, j'étais très très fan de mon carnet, où j'ai beaucoup écrit, où j'ai tout raconté. C'était l'objet qui avait le plus de valeur à la fin de mon voyage. Au début, un peu moins, mais Ouais. vraiment, voilà, il lui est arrivé plein de choses à ce carnet. Il a pris l'eau, il s'est fait manger par un chien, voilà, mais il est encore vivant et il contient tous mes souvenirs de voyage. Donc voilà, ça c'est l'objet le plus précieux. Et sinon, mon vélo, hein, vraiment, ça a été mon compagnon de voyage. Il s'appelle Gaspard, je l'ai baptisé. Ah, Et, euh, génial! et en fait, je suis hyper reconnaissant parce qu'il m'a pas trop posé de galère et c'était très très agréable de pouvoir compter sur du bon matériel. Voilà. Pas que le vélo, hein, mais une tente, une bonne tente, un réchaud qui fonctionne. C'est des bêtes trucs, mais en fait, si tu les as pas, tout prend des dimensions. Prenez peu, mais de Ouais. qualité. Non, mais c'est Voilà. vrai, c'est important. Non, non, c'est vrai, du bon matos. Non, je rigole en pensant à un bon vélo. Ouais, je pense à Capitaine Rémy, là, qui avait fait en Vélib de Ah Paris à ouais, Bruxelles. incroyable. Ça, c'est encore autre chose. Ouais, donc, c'était pas tout à fait le même type de vélo, mais il a tenu, il n'y a pas eu de galère, donc ça, c'est un bon vélo aussi. Peut-être pas à conseiller pour faire le tour comme toi, mais c'est pour le fun, évidemment. La galère qui t'a le plus appris, est-ce qu'il y a un moment où tu as eu un fait, là, une claque qui t'a dit, ah ouais, mais Euh, pour en ressortir avec Pendant mon voyage, des j'ai pas commandes en eu plus? énormément de galères. Euh, bah, la plus grosse galère technique que j'ai eue, j'ai cassé l'axe qui tenait parce que j'avais une remorque avec mon matériel qui était accroché à ma roue de vélo et cet axe-là sur lequel la remorque était fixée a cassé. Donc je pouvais plus tirer ma remorque. Donc j'étais bloqué 5 jours dans une ville où j'ai attendu ma nouvelle pièce par la poste. Et en fait, j'avais un sponsor, Vélo Fixeur, c'est un magasin de vélo à Bruxelles. Et c'était vraiment top. Et quand ça a cassé, je les ai appelés, j'ai dit, j'ai besoin d'aide. Envoyez-moi cette pièce, je sais plus avancer, c'est horrible. Et ils ont été super réactifs, ils m'ont envoyé ça. Bon, j'étais quand même bloqué 5 jours le temps que la pièce soit commandée du fournisseur, puis renvoyée par la poste là où j'étais. Et donc c'est là où je me suis rendu compte en fait d'avoir un bon entourage et des personnes sur qui compter, c'est hyper important dans ce genre de voyage.
On voyage seul, mais pas Voilà, vraiment. c'est ça. Et en fait, pouvoir compter sur il en faut pas beaucoup, mais quelques personnes de confiance, très important. Et ça m'a beaucoup appris. Je me suis rendu compte que s'ils n'avaient pas été là, bon, ça aurait été super galère. D'avoir un support logistique, même s'il n'était pas énorme, c'était cool. Et puis même avoir des amis sur qui compter si jamais il y a un problème pour appeler. Je me disais toujours, quand j'étais vraiment dans la galère et que ça allait pas, je me disais, au pire des cas, je peux appeler telle personne et elle vient me chercher en voiture. Et elle me ramène au chaud, et elle me fait un repas. Au pire des cas. Donc c'est ce souvenir qu'on n'est jamais vraiment seul. Ça c'est une bonne chose à ne pas oublier quand on est en voyage. Et puis aussi, c'est vrai que du coup, ça aide aussi à rester modeste, Ouais, quoi. ouais. Quand on dit je l'ai fait tout seul, oui, bah, je l'ai fait tout seul parce que quelqu'un a fait un bon Ouais, vélo, parce que oui, c'est ça. j'ai pu appeler quand j'avais besoin, parce que j'ai trouvé des gens bienveillants sur place, parce Ouais. que voilà, je trouve que c'est vrai que les gens qui se disent qu'ils se sont fait tout seuls, je me dis, sur les épaules de beaucoup de monde quand Ouais, même, hein. On est tous sur les épaules de beaucoup de monde. c'est sûr. Alors, le succès dont tu es le plus fier. Bah, ce voyage-là, en général, hein, le fait de l'avoir fait, d'avoir réussi, d'en avoir fait une réussite, c'était pas facile. C'était pas facile tous les jours. Faut pas mentir. C'était vraiment rude parfois. Et j'ai dû me battre beaucoup, mais j'en suis très très fier. Je suis content de la tournure que ça a pris, euh, de la réussite que c'était, et puis des retours que j'ai eu des gens. Il y a eu beaucoup de bons retours et ça a parlé aux gens. Et en fait, l'impact que ce voyage a eu, au-delà de moi, mon voyage personnel, mon projet perso, c'est un truc qui a beaucoup parlé aux gens. Et ça, pour moi, ça vaut de l'or parce que si je peux contribuer d'une manière ou d'une autre à changer les mentalités, bah voilà, c'est gagné. Et là, ça marche. Ah bah écoute, Donc c'est c'est cool. tout ce qu'on te souhaite. Ouais, ouais. Avec le grand frère qui est en montage, que le film Exact. fasse encore plus. Peut-être le livre plus tard. Ouais. C'est trop génial, c'est trop trop chouette. Vraiment. Quel est le conseil à ne pas suivre que tu as entendu abondamment avant de te lancer? Il y a souvent des choses qu'on entend tout le temps et que surtout faut se boucher les oreilles. Ouais, on m'a dit beaucoup, fais attention à pas te faire voler ton matériel. Et quand je suis parti, c'était une de mes plus grandes peurs, avec les animaux sauvages. J'avais peur qu'on me pique mes affaires. Les premières nuits sous tente, je mettais tout mon matériel sous ma tente, j'accrochais mon vélo avec 2 cadenas. J'avais vraiment peur que quelqu'un débarque dans les bois et me vole mes affaires. Et en fait, pas du tout. Les gens. Bon après, j'ai pas été vraiment dans les villes. Je pense que là, il y a un peu il y a un peu plus d'attirance pour ce genre de risque, d'attirance pour de beau matériel. Mais en fait, dans la nature comme ça, aux falaises, au final, je me suis jamais senti en insécurité. Les gens étaient vraiment bienveillants. Et quand ils comprennent que c'est toute ta maison et que c'est tout ton projet qui est en cours, les gens sont bienveillants. Et plein de fois, on m'a même proposé de mettre mes affaires dans une voiture le temps qu'on aille à la falaise ou de rentrer mon vélo dans une maison la nuit. Ou, Ah enfin, ouais. tu vois, vraiment, les gens étaient hyper bienveillants et en fait, ce questionnement de vol a disparu. Mais au début, ça me prenait vraiment la tête et ça me demandait beaucoup Ouais, d'énergie, je de comprends. stress. Mhm. Au début, quand je faisais mes courses, j'accrochais tout, je courais dans le magasin, je faisais vite mes courses parce que j'avais pas moyen de vraiment empêcher les gens de piquer dans Ah mes oui. sacoches, par exemple, tu vois. Et puis, en fait, à Ouais, la ouais, fin, ouais. je me rendais compte que j'arrivais à vélo, et puis les gens s'approchaient, discutaient avec moi, et puis, en fait, les gens étaient juste bienveillants, et je pouvais faire mes courses sans aucun stress. Enfin, les Mhm. gens, je savais que il se passerait rien. Je n'ai pas eu la certitude Ouais. par preuve, mais je le sentais enfin voilà, il n'y avait pas de stress pour ça. Donc, Et les animaux aussi, puisque c'était un test stress, ça va? Pas de merde encore? Ben, j'ai eu des Pas de chien histoires qui ont... enfin, j'ai pas eu de problème, mais j'ai eu des grosses peurs où j'étais dans la forêt en train de dormir à la belle étoile et j'ai entendu une horde de sangliers pas très loin et ça m'a vraiment fait peur. Parce que c'est des bruits. Oh, mais c'est pas méchant, les sangliers, Ouais, ça mais va. tu sais, quand t'as 12 sangliers Pas de qui sont soucis. à 5 mètres de toi et que tu dors, que t'es couché par terre, c'est pas, voilà, c'est pas hyper rassurant. Ah, mais moi, j'ai eu une fois la frousse comme ça, c'était dans le noir avec un pote en forêt et on s'est vraiment fait entourer par la harde, Ouais. quoi.
J'étais hyper stressée, puis il me dit, mais arrête de stresser, profite. Puis quand il voyait que j'en sortais vraiment pas, il a juste frappé 2 fois dans ses mains, tous les sangliers, Ouais, explosion, ils sont partis dans tous les sens, et il dit, bon, ça va mieux ouais. maintenant? Ah bon? Je me suis sentie bien bête. S'ils sont pas blessés, si tu t'amuses pas à attraper les petits par les pattes devant la Ouais, mère, bien sûr. ça va. Donc, sinon, je veux dire, si ça t'arrive encore une fois, stresse pas. Non, non, mais j'ai appris à être ok, à pas être en stress. Mais au début, quand tu pars, enfin, je sais pas, voilà. Tout seul au milieu de la forêt, ça peut faire peur. Claire. Ah bah oui, mais non, c'est certain. Ça fait surtout que bon, ça retourne les choses, hein, ça fait bien Oui, du oui. bruit, hein, donc je te comprends, il n'y a pas de problème. Les ingrédients pour réussir sa vie ou pour vivre ses rêves, pour toi, c'est quoi? C'est une bonne question. Bah, d'y croire, je pense, c'est le premier élément, c'est d'y croire, d'y aller à fond. Et c'est normal d'avoir des doutes, mais il faut toujours garder une direction et y aller à fond. Et je pense que quoi qu'il arrive, si tu continues à te battre pour un truc, ça finira par marcher. Tu finiras par avoir un déclic, par avoir quelqu'un qui viendra t'aider, par avoir. Moi, je trouve que quand tu y crois, que tu y vas à fond, les choses finissent par se mettre, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est le premier élément, c'est d'y croire, d'y aller à fond. Après, je dis pas, hein, c'est normal d'avoir des doutes. Tu peux en avoir, mais faut les garder à l'état de doute et pas les laisser grandir. Je pense que à partir de là, tout découle, hein. Si tu vas avoir une Oui, bonne oui, énergie, les gens vont avoir envie de te rencontrer, de faire grandir des choses, de proposer des projets, des trucs, des bazars, tout va se mettre en place. Et petite escalade qui va se faire et voilà, et ça se met au fur et à mesure. Du coup, y croire, être soi-même, y aller à fond, donner beaucoup d'amour dans ce qu'on fait. Et après ça découle, je pense. Des projets futurs, donc il y a le film, peut-être un jour un livre, et d'autres aventures? Des aventures à proprement dit comme ça, pas tout de suite. Là, je prends une année pour m'entraîner. C'est une période Mhm. plus de préparation pour un projet futur. Je ne sais pas lequel, mais j'ai envie de prendre du niveau, vraiment me sentir en forme, d'avoir beaucoup plus de marge. Et donc là, cette année, pendant un an, je m'entraîne dur. J'ai des objectifs falaises de haut niveau, mais voilà, c'est plus c'est secondaire. C'est pas secondaire, mais ça vaut pas le coup d'en parler comme ça ouvertement, je pense. Disons qu'il y a des choses qui mitonnent, c'est Voilà, bien. ça Ça mijote mijote, et ça sortira voilà, ça bientôt. sortira dans un projet futur. Je ne sais pas encore lequel. J'ai plusieurs trucs qui m'attirent, mais je vais garder ça secret pour le moment. Tant que je sais pas. Pas de problème. Donc bah, c'est bien, c'est aussi un petit teaser pour te suivre sur les réseaux Yes. sociaux. Bah, pour te retrouver, on avait déjà dit, hein, où étaient tes réseaux. Il y a un site web où tu es surtout sur les réseaux sociaux? Surtout sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux Ouais. sociaux. Merci pour cette matinée passée ensemble. Mais merci à toi, c'était chouette. Tu retrouveras toutes les informations sur l'invité dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi un lien vers la page web de l'épisode où tu retrouveras en plus toutes les photos, vidéos, citations et autres liens dont nous avons discuté. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à en parler avec 2-3 amis. Ça m'aide à planter des arbres avec les oreilles. Tu peux aussi me laisser une note 5 étoiles avec un gentil petit commentaire. Ça me fait ressortir dans le classement des podcasts. Et évidemment, n'hésite pas à t'abonner. Alors le prochain épisode que je te propose dans 15 jours est très chouette, c'est une avant-première parce qu'on va parler du film Les Gardiennes de la planète avec son réalisateur Jean-Albert Lièvre. C'est un film qui sera dans les salles à partir du 22 février. Et donc on va parler de ces fameuses gardiennes. C'est pas vraiment un spoiler si je vous dis qu'on va parler baleines. Et c'est leur histoire qui n'a pas fini de nous étonner, qui est contée en voix off tout le long du film par Jean Dujardin. À bientôt!